Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc bonjour tout le monde, bienvenue sur Fréquence 8. Je retrouve aujourd'hui, mardi, avec plaisir, Pascal Bresson, qui sera avec nous toute la semaine pour nous parler de sa bande dessinée, Beate et Serge Klarsfeld, éditée chez La Boîte à Bulles. Bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Hier, on a commencé à parler d'un événement qui ouvre d'ailleurs votre bande dessinée, puisque, comme vous le disiez, vous n'avez pas fait un biopic, mais vous êtes parti quelque part de leur rencontre, qui a été le point de départ finalement de cette vie extraordinaire qu'ils ont eue, enfin de notre point de vue. Et effectivement, cette gifle qu'elle a donnée, donc le 7 novembre 1968, au chancelier Kissinger, c'est finalement l'événement qui les a fait rentrer dans l'histoire. Oui, c'est vrai. Alors donc, comme j'en parlais hier, évidemment, c'était donc cette fameuse gifle le 7 novembre 68 au chancelier d'Allemagne fédéral Kurt Kissinger, en le traitant de nazi au cours d'une réunion du CDU. Alors le CDU, j'avais oublié d'expliquer ce que c'était quand même, c'est le Parti conservateur et libéral allemand. Alors il faut savoir que par le passé, ce dernier avait été responsable de la propagande radiophonique d'Hitler. Donc un nazi. Il n'a pas participé comme Klaus Barbie, Mengele ou Eichmann à des monstruosités. Lui était dans la propagande, mais c'était quand même un nazi. C'était l'idéologue, quoi. C'était l'idéologue, et puis surtout, c'était quand même le chancelier allemand. C'était quand même, imaginons que ce soit Macron aujourd'hui, une femme vient le frapper. Puis pour Beate, c'était d'autant plus facile pour elle, parce que déjà, avant tout, c'était une femme, elle était allemande, mais elle avait la double nationalité, allemande et française. Française par le mariage avec Serge Klarsfeld. Mais suite à cette fameuse gifle, on peut dire que la presse de l'époque, la presse allemande, avait titré « Rapprochement franco-allemande, une journaliste gifle chancelier allemand ». Alors, comme on dit, ça pourrait être le titre du canard enchaîné, mais c'était le titre à l'époque choisi. Autant dire que les criminels nazis étaient quand même bien protégés. Surtout qu'il faut quand même rappeler qu'après le procès de Nuremberg, que ce soit la France ou l'Allemagne, on a essayé vraiment de cacher les nazis et les collaborateurs français. C'est pour ça qu'on les a mis de côté. Et grâce à Serge et Beate, on peut dire que grâce à eux, ils ont été un petit peu les chercher un par un à travers le monde pour pouvoir les juger, parce qu'ils sont restés impunis. Certains étaient condamnés à mort d'ailleurs par contumace, comme Klaus Barbie. Mais Klaus Barbie était déjà arrêté par la France, et il faut savoir que les Américains ont joué un rôle, notamment la CIA, se sont servis d'anciens hauts responsables nazis ou SS pour pouvoir justement les avoir en tant qu'espions jusqu'en 1951. Donc c'est vous dire combien on essayait de cacher réellement la vérité. Donc heureusement que Serge et Beate étaient là. Et à la fois, ce qui est quand même très très étonnant, c'est qu'en 68... là, c'est même plus... on se demande ce qui a pu pousser le gouvernement allemand pour accepter d'avoir un chancelier nazi encore en 68, quoi. Comme vous dites, après le procès Nuremberg, on n'est même plus dans le pardon, là, on est dans l'absolution, dans la... Je pense qu'ils ont essayé d'effacer, d'oublier en fait, de passer cette page historique, tourner la page, cette page noire, donc, et de recommencer à zéro. Sauf que dans recommencer à zéro, il y avait quand même des hauts responsables nazis et SS qui étaient quand même bien implantés en Allemagne. D'ailleurs, quand je pense à Beate et Serge, j'ai oublié de dire aussi qu'ils incarnent aussi d'une manière extraordinaire un couple franco-allemand fondé sur la justice et la vérité qui poursuivent justement tous ces monstres. Et ils sont rentrés vraiment au bon moment, parce qu'on peut dire que s'ils n'étaient pas rentrés à cette époque, et en plus 68, qui était une époque mouvementée aussi bien en Allemagne qu'en France, parce qu'il faut savoir que Beate, en 68, sa première action date de 67, mais c'est une action avortée. Mais elle a beaucoup, on va dire, entre guillemets, été auprès des étudiants allemands, puisque
les étudiants allemands, eux, étaient, on va dire, comme elle. C'est-à-dire que son père avait été dans la Wehrmacht. Elle, ses parents avaient voté Hitler, mais ils étaient un peu obligés quelque part. Et puis bon, je pense que Beate était une fille rebelle, puisque déjà à 16 ans, elle est partie à Paris pour être fille au père. Donc... voilà, elle avait envie de quitter tout ce milieu. Elle voulait pas être la femme comme sa mère, parce qu'elle était aussi, ils étaient luthériens, donc ils allaient à l'église, donc elle voulait quitter tout ça. Et elle voulait retrouver son émancipation, son indépendance. Et en venant en France, c'est là que sur un quai de métro en 60, à Porte de Saint-Cloud, elle rencontre Serge, qui lui finit ses études à la Sorbonne. Et c'est assez marrant parce que dans la BD, alors je tiens à signaler, et j'associe mon camarade Sylvain d'Orange, qui lui s'est occupé des dessins. Là, moi, je me suis occupé du découpage et des dialogues. Et donc, ce qui est marrant, c'est que quand ils sont tous les deux sur le quai de métro, Serge s'approche de Beate, il lui dit vous êtes anglaise? Et puis elle répond non, je ne suis pas anglaise. Et puis il lui donne son numéro de téléphone. Et puis 3 jours après, voilà, ils se rencontrent. Et c'est à partir de là, on va dire au bout de 3 jours, où Serge, qui a compris qu'elle était allemande, où lui va se baser sur la sœur et le frère Sophie Hans Schnoll, qui étaient 2 étudiants allemands qui se sont battus contre le Reich et qui ont été exécutés. Lui fusillé, elle tranchée la tête par les SS. Et Serge, en fait, comme dit un journaliste, lui a mis, on va dire, du charbon dans la locomotive et il lui a expliqué son passé. Et son passé à Serge, c'est qu'en 1943, puisque les parents de Serge sont nés en Roumanie, ils sont venus en France en 1929, à Nice. Serge Klarsfeld, lui, est né à Nice. Et en 1943, quand Alois Brunner et ses SS sont arrivés à Nice, d'ailleurs, c'est la même époque où Simone Veil et sa famille sont éraflés, le père, qui s'appelle Arnaud Klarsfeld, avait déjà compris ce qui allait se passer. Et quand, en pleine nuit, dans l'immeuble, la Gestapo arrive, le père avait construit dans l'armoire un faux, comment dirais-je, un faux... Une cloison. Ouais, voilà, une cloison, je cherchais le mot, pardon, une cloison, où il a pu cacher sa femme, sa fille, et puis Serge. Et puis, ce qui est terrible, c'est que pendant qu'ils étaient cachés, ils entendaient, parce que les cloisons étaient forcément un peu épaisses, ils entendaient les cris des autres enfants qui étaient attaqués, qui étaient raflés, qui étaient arrêtés. Et c'était vraiment très dur. On entend, d'ailleurs, je le mets dans la BD, et puis à un moment donné, on entend frapper chez les Klarsfeld, et là, le père, Arnaud, donc le père de Serge, ouvre la porte et lui dit « Moi, je suis tout seul ». Donc, en fait, il s'est sacrifié pour sa famille. Parce que, évidemment, la Gestapo avait la liste. Ils savaient qu'il y avait une femme, une fille et un enfant, qu'ils étaient donc 4. Mais Arnaud Klarsfeld a dit « Je suis tout seul, ma famille est à la campagne ». Voilà. Et il s'est fait arrêter, il s'est fait déporter à Auschwitz et il est mort là-bas. Alors, dans votre livre, effectivement, vous parlez de cette rencontre entre Serge, mais ce qui m'a interpellée, c'est que vous mettez bien que le 11 mai 1960 à 13h15. Oui. Alors, est-ce que ça fait partie de la légende familiale? Est-ce que c'est Non, important? c'est parce que j'aime bien les dates, j'aime bien être précis, c'est important les dates, parce que... alors, c'était important pour moi parce que j'aime bien situer. Alors, de toute façon, quand on fait de la bande dessinée, il y a des codes. Il faut toujours situer un lieu, il faut situer, par exemple, si c'est dans la cuisine, enfin, c'est dans une rue, telle rue, le nom de la rue et tout. Non, ça me faisait plaisir de mettre l'heure. Je trouvais que c'était plus sympa. Et puis, bon, les dates sont importantes aussi. Bon, là, c'est la date de leur rencontre, mais c'est vrai que quand je rencontre énormément de professeurs, par exemple, ils me disent, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, nous, par exemple, de parler de tel et tel programme, donc on est obligé de sauter parfois des programmes. Donc moi, je reviens au travers des conférences, que ce soit auprès des lycées ou des collèges, je reviens sur certaines dates, je complète. Et donc, pour moi, ça humanise aussi. Ça humanise, et puis voilà, on a l'impression d'y être, parce que ce livre est fait vraiment... alors, c'est pas parce que c'est notre livre à Sylvain et moi-même, mais c'est tout simplement parce que on a l'impression d'y être, on vit avec eux, parce qu'on vit vraiment dans leur intimité. On va le voir en parlant les prochains jours de leur intimité, mais dans ce livre, il y a leur combat et puis aussi leur vie
au quotidien, avec la maman de Serge, les enfants, enfin on vit vraiment leur intimité. Donc voilà, non, c'est plus pour moi, ça me faisait plaisir de mettre l'heure. Et à la fois, contrairement à, effectivement, comme vous dites, on entre dans leur intimité, alors qu'avec Simone Veil, par exemple, c'était une sphère que vous aviez complètement occultée, quoi. Oui. À sa demande, je me souviens. Non, oui, parce que quand j'avais été voir Simone Veil, alors bon là j'étais un peu plus timide, un peu plus réservé, parce que là pour moi c'est vraiment deux choses différentes, hein, Simone Veil et Beat et Serge Klarsfeld. Là je voyais la plus grande dame de France. Là, c'était son fils Jean Veil qui m'avait dit surtout, vous parlez pas de l'intimité de maman. Donc, moi, j'avais respecté, sauf que quand elle est décédée, là, les journalistes se sont fait un plaisir de sortir des photos. D'ailleurs, j'ai jamais su comment ils ont pu sortir de telles photos. On voyait Simone en maillot de bain, au bord de la piscine, alors qu'elle a toujours été c'était très intime, c'était très fermé, c'était très cloisonné. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que la famille avait sorti entre-temps sur France 3 un beau document qui s'appelait Simone Veil intime, où là ils ont sorti toutes les photos d'archives, comme ça on coupait court. Et par contre, ils contrôlaient un petit peu ce qui sortait. Voilà, tout à fait. Alors que pour Beat et Serge Klarsfeld, c'était totalement différent parce que la famille a joué un rôle important. Il faut savoir qu'ils ont eu 2 enfants, que quand ils ont démarré leur traque, leur recherche, leur manifestation, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de sous, et ils ont même dû vivre pendant des années chez la maman de Serge à Paris, et puis c'est d'ailleurs la maman de Serge, Raïssa, qui s'appelait Raïssa, qui les nourrissait. Donc on vit vraiment aussi dans leur intimité. Donc leur combat, c'est un soutien, quoi. C'est un soutien. Ça a participé à cette mission de vie. Tout à fait. Puis ça montre aussi le côté humain, parce qu'on se dit qu'avec tout ce qu'ils ont fait, parce que Dieu sait tout ce qu'ils ont fait pour la Shoah, pour la vérité, pour la justice, ce sont des gens normaux, quoi. Voilà, et c'est ça qui m'a le plus touché. Et qui était important de retranscrire aussi complètement dans cette bande dessinée, quoi. Bon, bien écoutez, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. On va rester sur cette intimité. On se retrouve demain pour la suite de cette grande aventure. Merci Nathalie. Pascal Bresson et Sylvain d'Orange, Beat et Serge Klarsfeld, un combat contre l'oubli. Beat est la femme dont je rêvais, avec son petit côté Marlène Dietrich. Les années ont passé et nous ne nous quittons plus. Beat n'est pas restée longtemps fille au père. La création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse en 1963, avec l'installation d'un bureau parisien, lui offrit une belle opportunité. Elle fut embauchée comme secrétaire bilingue en décembre 1964. Pour faciliter la vie de ses compatriotes, elle rédigea bientôt un guide manifeste intitulé « Jeunes Allemandes au pair à Paris », réclamant pour celle-ci une meilleure considération. Quant à moi, j'ai été engagée en mai 1963 à l'Office de radiodiffusion-télévision française, ORTF, et parallèlement, j'ai été reçue premier au concours interne des assistants de direction. Mon rôle consiste à produire des émissions historiques et dramatiques. Néanmoins, je ne m'y plais guère car l'ORTF n'est pas indépendant, mais sous l'emprise du pouvoir en place, ce qui me laisse peu de latitude pour imposer mes sujets. Le 7 novembre 1963, nous avons décidé de nous unir pour la vie à la mairie du 16e arrondissement. Le maire qui nous a mariés nous a demandé d'être un couple exemplaire, puisque franco-allemand. Beat est tombée enceinte de notre premier enfant 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous lui donnerons pour prénom Arnaud, en souvenir de mon père. En février 1965, quelques mois avant sa naissance, j'entame un retour sur moi-même pour connaître l'histoire de mon père durant la Shoah, en partant sur ses traces en Pologne, là où il a été assassiné à Auschwitz-Birkenau. Le sentiment de perte lié à la disparition de mon père est remonté en moi. Avant d'établir un premier contact avec mon futur enfant, je trouve important de retrouver le souvenir d'un père disparu trop tôt.
j'entreprends de retracer précisément la dernière étape de sa vie, à partir du moment où il nous a quittés à Nice jusqu'à celui de sa mort. Birkenau, station terminus du peuple juif. J'ai de plus en plus la certitude que mon destin aurait dû s'achever là. Il me semble entendre les cris et les souffrances de mon peuple. Un cri à la mesure du crime, un cri insupportable qui se prolonge à l'infini. Difficile de se boucher les oreilles et de fermer son cœur pour ne plus écouter les lamentations des gens de ma communauté. Et si l'enfant miraculé que j'étais, rescapé de ce génocide et sauvé par le sacrifice de son père, restait sourd à ces cris? Non, tous ces morts m'appellent. Ils veulent que j'assume mes responsabilités en tant que juif. Ma vie ne doit pas être une trahison. Impossible de me détourner de la vérité. J'ai une dette envers eux. Mon rôle de survivant est de leur rendre une identité et une justice. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.